Salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui donc pour cette petite vidéo bilan. Et oui, parce que ça fait 10 ans aujourd'hui, enfin aujourd'hui non, cette semaine que j'exerce en tant qu'illustratrice freelance. Voilà, 10 ans, 10 grosses années et je voulais faire avec vous un petit bilan. Parler de ces dernières 10 années et puis voir ce qui a été positif, ce qui a été négatif et vous dire un petit peu ce que je retire de ces dernières 10 années, enfin en tout cas ces premières 10 années, parce que j'espère que la route sera encore longue. Donc je vais vous faire un petit bilan de cette grande aventure qui a commencé il y a 10 ans. Je vais vous la faire bref pour vous expliquer un petit peu comment je suis arrivée ici. Mais je vous invite à aller voir, je vous mettrai dans le petit, la vidéo qui raconte mon parcours. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et donc comme ça, dans cette vidéo-là, vous aurez tout. Vous aurez mon parcours et puis plein d'autres réponses aussi à vos questions que vous pourrez éventuellement. Alors pour vous la faire très très brève, à la base, j'ai un bac+5 en chimie. J'ai travaillé en industrie pharmaceutique pendant 1 an. Et avant de trouver ce poste-là pendant 1 an, j'ai eu une période de 8 ou 9 mois de chômage. Et pendant cette période de chômage, j'étais à 2 doigts de lâcher la chimie et d'aller vers un BTS design d'espace ou autre. Mais bon, j'ai pas sauté le pas parce que, ayant passé les 25 ans, mon seul recours c'était les écoles privées qui coûtent un bras et je me sentais pas de faire un emprunt pour me suivre une voie qui me semblait complètement bancale. Donc j'ai travaillé en chimie, j'ai travaillé 1 an et à l'issue de ça, mon CDD s'est terminé et j'avais aucune motivation pour chercher du travail, donc je me suis dit il y a un problème, il faut vraiment que je fasse autre chose parce que c'est pas possible. À côté de ça, je peignais le soir et je sentais que je passais à côté de quelque chose, donc je me suis dit cherche ce que tu peux faire. Donc j'ai trouvé une formation de peintre en décor et j'ai donc fait une reconversion à l'AFPA, en suivant des cours à l'AFPA pendant 7 mois. Donc je suis officiellement peintre en décor, j'ai mon CAP de peintre en décor. Peintre en décor, vous savez, c'est ce métier qui permet de faire des trompe-l'œil, des faux marbres, des faux bois, etc., des décors muraux. Mais j'ai pas exercé. Dans ce métier-là, je me suis tout de suite mise à mon compte à la fin de ma formation en septembre 2011. J'ai commencé à vendre des peintures. Et puis l'illustration jeunesse est arrivée très vite, je crois que j'ai eu mon premier contrat dès décembre 2011, je crois. Et ça m'a occupé beaucoup de temps, parce qu'après j'ai enchaîné les albums pendant... Bon là au bout de 10 ans j'en ai une vingtaine, mais tout s'est concentré sur les premières années finalement. À raison de 3 ou 4 albums la plupart du temps par an, ça occupe pas mal. Après ça s'est beaucoup espacé, mais les premières années c'était ça. Donc voilà, je suis arrivée là, dans ce métier d'illustratrice, artiste peintre, et je maintiens mes 2 casquettes. Je suis donc illustratrice jeunesse, même si j'en fais moins maintenant, et artiste peintre, et puis tous les petits objets, bijoux, coupelles, etc., papeterie que je fais autour. Voilà, pour vous faire mon parcours en très bref. Maintenant, on va faire un petit bilan de cette petite nouvelle vie. J'ai noté aussi quelques petites questions. Je vous ai demandé en story Instagram si vous aviez des questions à me poser. Parce qu'à la suite de ce petit bilan, je vais essayer d'être brève, hein, je vais ajouter une petite FAQ avec des questions que vous m'avez posées. Et parmi ces questions-là, il y en a qui sont vachement intéressantes, donc c'est super cool. Je vous remercie déjà d'avoir participé. Et j'essaierai d'être la plus honnête possible, vous me connaissez, sans édulcorer les choses, sans inventer une vie idéale d'illustratrice, parce qu'on le sait, enfin peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est comme tout métier, hein, il y a des points positifs, des points négatifs. Donc je vais essayer d'être assez transparente avec vous, et de ne pas édulcorer, de ne pas réinventer la réalité, on va dire, et de pas non plus être négatif sur des choses qui, avec du recul, sont finalement positives. Bref, je vais arrêter cette petite intro qui dure trop longtemps, et je vais commencer. J'ai rien préparé, hein, à part les rubriques, j'ai rien préparé du tout, même les réponses aux questions que vous m'avez posées, je les ai pas préparées, j'ai juste relevé les questions, point, c'est tout. Comme ça viendra comme ça vient, et j'espère que j'oublierai rien. En tout cas, si jamais j'oublie des choses, ben je vous les glisserai en commentaire en plus si jamais ça me revient. Mais voilà, je voulais que ça soit le plus spontané possible. Les plus et les moins de ces 10 années de freelancerie, de ces 10 années en tant qu'illustratrice et artiste peintre indépendante. Alors, on va commencer par les points positifs. Alors, les points positifs d'être freelance, c'est bien sûr la liberté que ça apporte. On n'a pas à obéir à un patron, on a nos propres horaires, si on a besoin d'aller faire une course, si on a besoin d'aller chez le médecin, si on a besoin de faire quoi que ce soit qui ne regarde pas le travail, on peut le faire.
On peut se dégager du temps quand on veut, et ça, c'est un énorme point positif. C'est quelque chose qui est... ça n'a pas de prix. Je crois même que... Je pense que je serais prête à gagner moins ma vie, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, à gagner moins ma vie que si j'avais gardé ma vie d'avant. Rien que pour cette liberté-là. En fait. Et cette liberté, elle a quand même un petit revers de médaille. Et là, on va arriver au gros point négatif que j'ai rencontré pendant ces 10 années. C'est l'incertitude de chaque mois et des rentrées d'argent de chaque mois. Et puis l'angoisse et l'anxiété que ça génère. Moi, je suis quelqu'un de très angoissé à la base. C'est même devenu maladif. Comme vous le savez, je souffre d'insomnie, je souffre d'anxiété généralisée et ça a empiré depuis que je suis freelance en fait. C'est bien pire qu'avant. J'ai toujours eu ces problèmes d'anxiété, mais depuis que je suis à mon compte, c'est 100 fois pire. Et puis en fait, le fait aussi à chaque début d'année, j'ai toujours ce gros doute de me dire, bon, ben voilà, on est le 1er janvier, j'ai rien de prévu sur mon année, comment va être mon année? Est-ce que ça va être un bide ou est-ce que ça va continuer de grimper comme ça le fait depuis 10 ans? Et ce gros doute-là, il est vraiment pas facile à vivre. Avant, quand j'étais salariée, bah, je me posais pas de questions. J'allais au travail, je savais qu'à la fin du mois, j'avais mon salaire, que le travail se passe bien ou pas, j'avais mon salaire, que je bloque sur des projets ou que tout roule, j'avais mon salaire. Voilà, je me posais pas de questions à la fin sur l'aspect financier de la chose. Certes, je détestais mon boulot, mais j'avais un salaire fixe et c'était parfait. Point de vue financier, j'entends. Là, maintenant, c'est l'inverse. J'adore mon boulot. Alors, il y a des phases, oui, où parfois on aime un peu moins ce qu'on fait, mais comme dans tout travail. Mais il y a cette incertitude-là qui est là tous les mois, à chaque début de mois. Alors, parfois, j'ai des projets qui me permettent de voir un peu sur du long terme, mais c'est jamais des gros projets qui vont me faire mon chiffre d'affaires de l'année. Des livres, j'en fais beaucoup moins, donc j'ai moins de grosses rentrées d'argent. C'est vraiment au compte-gouttes que ça rentre maintenant. C'est plus du tout le même genre de revenu que j'avais il y a 4-5 ans. Ensuite, je me suis demandé quel pouvait être mon meilleur souvenir sur ces 10 années. Là, c'est compliqué. J'ai plein de bons souvenirs, mais celui qui me marque le plus, ou ceux qui me marquent le plus, c'est, je pense, quand j'ai écrit mon propre projet d'album jeunesse et que je l'ai illustré, et que j'ai envoyé ça à plein d'éditeurs et que ça a fini par mordre et que finalement mon livre est sorti. Est paru en 2015, je crois. Je glisse là une petite image. Et donc c'est un livre que j'ai longuement mûri, que j'avais envie d'écrire. Vraiment, ça me tenait à cœur d'écrire cette petite histoire-là. Et donc quand j'ai reçu le oui de l'éditeur, j'en ai pleuré directement parce que c'est une petite histoire qui me touche moi directement. Et donc de la voir en image et de voir que mon projet a plu, alors que ce projet-là a vu plein de portes se fermer avant, mais c'est le lot de tout projet qu'on propose à des éditeurs, ça mord ou ça mord pas. Voilà, je pense que ça c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai. Si je devais m'en rappeler un autre, ce serait quand j'ai reçu un mail du Louvre aussi qui m'a proposé de travailler avec eux. Et là je me suis dit, au début j'ai cru à un spam, j'ai cru à un mail complètement bidon. Donc j'ai pas répondu sur le coup. Et puis c'est le lendemain ou le surlendemain, j'y suis revenue, je me suis dit non mais c'est vraiment vrai en fait. Le Louvre me propose réellement de travailler avec eux. Là, ça a été cool, très cool. Un autre souvenir, alors c'est pas un souvenir qui est un souvenir maintenant, mais c'est, je pense, à plus tard, donc ça c'est un souvenir que je vais me créer plus tard, quand ma fille sera plus grande. Alors elle sait déjà que mon travail c'est de dessiner, mais elle fait pas trop le lien entre les livres illustrés qu'elle a et le travail que fait maman. C'est pas encore très clair pour elle. Mais je pense qu'un de mes plus beaux souvenirs dans ma carrière, ce sera quand elle comprendra le truc. Là, je pense que ce sera un beau souvenir et aussi, surtout, quand elle verra les livres que je lui ai dédicacés. Ça, ce sera encore plus grandiose. Donc, vous voyez, mes meilleurs souvenirs, c'est pas forcément les gros projets qui m'ont rapporté plein d'argent. Déjà, j'ai pas de projets qui m'ont rapporté plein d'argent. C'est surtout des choses un peu plus émotionnelles, estampillées émotionnelles que jackpot financier, quoi. Alors, je me suis aussi demandé ce que je ne souhaite plus et ce que je souhaite pour le futur.
Alors, on va commencer par ce que je souhaite pour le futur. Je voudrais que ça continue comme ça. Là, ce qui se passe depuis 10 ans, c'est que mes revenus augmentent d'année en année. D'année en année, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc c'est une super progression. Et j'aimerais bien que les 10 prochaines années soient un petit peu dans la même veine, suivent la même tendance, ça me plairait bien. On n'est pas à l'abri que ça se casse la gueule demain, c'est un métier hyper incertain. Mais après, c'est à moi de jouer, de faire en sorte que ça marche. Mais tout ne dépendra pas de moi forcément, donc je fais de mon mieux. Et puis, j'espère que ça marchera toujours aussi bien. Certes, je suis consciente que... Comment dire ça? Je vois autour de moi des peintres et des illustrateurs qui gagnent beaucoup mieux leur vie que moi. Ça, j'en suis consciente. Mais je me dis que ce que j'ai, c'est déjà énorme de pouvoir faire mon travail à plein temps, de bien gagner ma vie avec, et que ça marche et que ça continue depuis 10 ans et que pour l'instant, ça ne s'essouffle pas. Alors certes, certaines choses s'essoufflent, mais quand quelque chose s'essouffle, je passe à autre chose, je m'éternise pas. Je retente quelques fois, j'insiste quelques fois, mais je m'acharne pas trop. Je passe vite à autre chose. Parce que sinon ça me mine et comme je vous dis, je suis déjà assez angoissée comme ça. Et ce que je ne veux plus, alors je ne veux plus travailler avec des gens qui sont mauvais payeurs, mais ça, si on le flaire d'avance, tant mieux, sinon souvent c'est la surprise, ou alors ça débute bien et puis, on découvre la vraie nature des gens après, ça arrive. Et je ne veux plus non plus faire des projets qui ne payent pas. Alors attention à ça. J'ai fait, là, récemment, des projets qui ne payent pas, mais j'ai bon espoir que les droits d'auteur soient assez importants, j'ai bon espoir que les retombées soient importantes derrière. Mais par exemple, certains de mes albums jeunesse que j'ai fait à mes débuts ont été payés 3 cacahuètes et ne m'ont rien rapporté à part ces 3 cacahuètes. Et ça, je veux plus. Les tout petits contrats payés une grosse misère, je ne veux plus en entendre parler. Perdre un mois sur un livre pour... là, je vais vous dire un chiffre, vous allez halluciner, 300 €. Plus jamais. J'ai fait ça à mes débuts. Pensant que ça allait étoffer mon book et puis que fallait bien mettre un moment un pied dedans, je débarquais de nulle part, je connaissais rien à ce milieu-là, j'ai commencé comme j'ai pu. Et puis je regrette pas d'avoir commencé comme ça, mais maintenant, au niveau où je suis, je ne veux plus de ce genre de contrat-là, ça c'est sûr que je n'en ferai plus. J'en ai déjà refusé pas mal, et puis je continuerai de refuser ceux que j'estime être très mal payés. Ce que je veux plus non plus, c'est perdre mon énergie sur des choses qui, certes, peuvent me rapporter un petit peu, mais me rendre malade d'anxiété. Par exemple, tout ce qui est salon, marché, etc., j'en fais beaucoup moins qu'avant. Avant, sur les fins d'année, j'en pouvais en faire 3, 4, 5, ça dépend, sur des week-ends de fin d'année par exemple, et puis quelques-uns dans le reste de l'année. Et depuis 2 ans, j'en fais plus. Alors certes, il y a eu le Covid, mais j'en fais plus parce que ça me rend malade. Ça me... Je dors pas, ou très peu, la veille à chaque fois de ces salons-là. Ou en tout cas le premier jour, ça a tout empaqueté, tout installé, tout réinstallé une deuxième fois si jamais c'est sur 2 jours et qu'on ne peut pas laisser nos stands installés pendant la nuit et qu'on est obligé de tout enlever pour tout remettre le lendemain. Voilà, ce genre de choses-là, je veux plus, en tout cas temporairement, je ne vais plus en faire pour le moment, pour retrouver un peu de sérénité et j'y retournerai quand je me sentirai prête. En soi, c'est pas des événements qui se passaient mal, au contraire, ça se passe toujours hyper bien, vraiment très bien, mais je suis comme ça, moi je fonctionne comme ça, la peur de l'inconnu, de toujours peur d'oublier quelque chose, etc. Enfin, je vous raconte pas tout le topo. Voilà, ça me ruinait mes nuits. J'ai plus envie de ça en ce moment, j'ai plus envie, donc l'idée c'est de laisser ça un petit peu de côté. J'en ai un le 10 octobre, donc le week-end prochain, dimanche, c'est juste sur une journée, c'est un endroit que je connais, où je suis déjà allée, où j'ai déjà exposé. Mais par exemple, quand je l'ai fait il y a 2 ans et demi, eh bien, j'ai pas dormi la veille, j'ai dormi 3-4 heures. Très difficile à vivre parce que j'étais hyper fatiguée et en plus il y avait un peu de route. Donc voilà, ce genre de choses-là, j'ai plus trop envie de me les infliger. Mais ça, c'est très perso, c'est pas lié au statut vraiment de freelance. Il y en a qui le vivent très bien d'aller exposer, de sortir de chez eux. Moi, non,
Mon univers il est là et j'ai du mal à en sortir, je deviens de plus en plus casanière et ça devient de plus en plus compliqué pour moi. Alors maintenant que je vous ai fait un très bref bilan de ces 10 ans-là, c'est vraiment très bref, je voulais pas non plus que ça dure éternellement. Donc maintenant je vais répondre à vos questions. Alors j'en ai noté quelques-unes, j'en ai à peu près une dizaine, qui m'ont semblé vachement intéressantes. Ah puis je viens d'en recevoir une nouvelle à l'instant. Pour la nouvelle question, je viens juste d'y répondre, c'est comment j'ai commencé. Bon bah voilà. Vous avez eu la réponse. Ensuite, si je prends les questions que j'ai, donc on a Jessica. Jessica Sensiquet, vous connaissez peut-être, sinon bah, je vous glisse sa chaîne en dessous. Alors elle me demande si je suis fière et heureuse de mon parcours. Oui, oui, je suis fière d'avoir sauté le pas. Je suis fière d'avoir osé envoyer valser ma vie d'avant qui ne me convenait pas du tout. Et je suis fière d'avoir trouvé mon moi, du coup, en osant franchir ce pas-là. Et je suis fière d'avoir tenu 10 ans parce que au départ, je m'étais dit, tu tentes quelques années et tu vois ce que ça donne. Et ton but, c'est pas d'avoir un salaire aussi haut que ton salaire d'ingénieur, comme tu l'avais avant. Sauf que maintenant, oui, je l'ai. Donc, mais il y a 10 ans, j'aurais pas du tout parié là-dessus. Donc je suis super fière d'avoir tenu 10 ans. Et d'avoir réussi à remporter ce pari haut la main. Ensuite, la baleine qui en bosse. Donc Lola m'a demandé à partir de combien de temps as-tu pu vivre pleinement de ta passion? Alors, je me suis lancée dès le début. Dès septembre 2011, j'étais à temps plein. Il n'était pas question pour moi d'avoir un travail alimentaire à côté. Quoique je vous dis ça, les premières années... je crois qu'à partir de 2012, donc de 2012 à 2015, un truc comme ça, j'ai donné des cours de soutien 3 soirs par semaine. Et ça me faisait un petit supplément par mois. Je sais pas, je me gagnais dans les 200 ou 300 euros. Et ça me permettait de payer mes charges au final, ou mon matos, donc c'était pas rien. Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que voilà, retourner travailler le soir après avoir peint toute la journée, j'en avais marre. Donc voilà. Mais sinon, non, depuis le début, je, en tout cas, travaille à plein temps. Et à partir de quel moment j'estimais en vivre, alors ça, après, tout est relatif. Comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes, il y a un moment, quand je vous parlais de mon parcours, en vivre, tout est relatif. Il y a des gens qui vont se contenter d'un certain salaire et estiment en vivre, et puis d'autres qui vont vouloir viser plus. Voilà, ça c'est propre à chacun. Moi, à partir de quand j'ai gagné un SMIC, par exemple, je sais même plus. Faudrait que je retourne voir dans mes livres de compte. Donc je suis allée voir mes revenus, j'ai regardé un petit bilan de tout ça, et je me suis rappelé que j'avais donc commencé en 2011, je me suis inscrite à la Maison des Artistes en 2011, j'ai été affiliée en 2012, donc quand on dit affiliée, ça veut dire qu'on passe le seuil des 8000, donc en 2012 je l'ai passé. Et puis après ça a augmenté, petit à petit, et à partir de 2016, on va dire, j'avais un vrai salaire, comme si j'avais un travail à temps plein à l'extérieur. Donc ça a demandé 4 ans. Donc c'est très très cool, je trouve 4 ans pour arriver à ça, c'est très bien. Et c'est très cool, et d'année en année, depuis, ça augmente un petit peu. Alors 2020 a été contre toute attente une super année. On va attendre pour 2021, voir ce que ça donne, mais pour l'instant c'est très bien lancé. Et puis j'espère que 2022 sera encore un peu mieux. J'arrête de me dire que d'autres gagnent mieux leur vie. Voilà, je me contente de ce que j'ai qui est déjà énorme. Donc j'espère que Lola, j'ai répondu à ta question. Enfin, pour résumer, pour te répondre un peu mieux, moi j'estime qu'il faut se donner minimum 5 ans pour qu'une activité prenne un petit peu son essor. Et essayer de ne pas se décourager avant la 5e année, parce que ça peut mettre longtemps à s'installer, ça peut mettre... c'est pas forcément une question de se trouver sa clientèle, parce que moi la clientèle que j'avais à mes débuts, je l'ai plus maintenant. Ma clientèle, elle est... à part pour certains livres, j'ai travaillé plusieurs fois pour un même éditeur, sinon c'est un one shot quoi, on contacte pour un truc et puis après on passe à autre chose. Donc c'est pas se faire sa clientèle finalement qui est important, enfin qui m'a permis de prendre de l'essor, c'est de gagner en visibilité, hein, les réseaux sociaux ne servent pas à rien, et puis le temps de peaufiner notre offre, etc. Et je pense qu'il faut bien se donner 5 ans. Je pense qu'il faut, ouais, je pense que 5 ans c'est bien. Au-delà, il faut peut-être se poser des questions et revoir les choses si ça ne décolle pas. C'est mon avis. On a Kakou Création qui me demande...
As-tu besoin des réseaux sociaux pour te faire connaître? Eh ben, je viens d'y répondre, oui, 1000 fois oui. Tout quasiment est passé par les réseaux sociaux chez moi. Que ce soit pour mes points de vente, qui maintenant me trouvent via les réseaux sociaux sans que j'aie à les chercher. Ou alors moi je les trouve via les réseaux sociaux, je leur écris via Instagram ou par mail, mais en les ayant vus sur les réseaux sociaux. Les ventes Etsy que je fais, je suis sûre qu'elles viennent des réseaux sociaux pour la plupart. Les ventes directes aussi que je fais sont à mon avis pour la plupart dues aux réseaux sociaux. Les événements, les marchés que j'ai pu faire, les salons, je les ai trouvés via les réseaux sociaux. Bon après il y a du bouche à oreille aussi, mais grosse partie de réseaux sociaux. Les cours que je donne aussi, surtout ceux en visio, c'est sûr que c'est par les réseaux sociaux. Et puis voilà, enfin je pense que mon travail circule grâce aux réseaux sociaux. Je crois que là c'est indéniable, je dirais oui, 1000 fois oui. Alors certes, moi mes comptes sont pas non plus énormes. J'ai sur Instagram, je sais pas, je dois avoir 3500 personnes, un truc comme ça, je sais plus exactement. Ah non, vous êtes 3875 à me suivre sur Instagram. Donc c'est pas énorme, hein, c'est pas ouf, mais bah, c'est cool déjà, c'est très bien. Puis il y a aussi YouTube, je partage mon travail et puis ça m'a amené quelques clients, ça m'apporte en visibilité, enfin ça fait un peu effet boule de neige. Donc oui, 1000 fois oui, les réseaux sociaux ont tout fait. Par contre, faut accepter le fait de devoir y passer du temps. Moi, s'il y a quelque chose que je devrais me reprocher sur les réseaux sociaux, c'est de passer pour poster mon truc et puis de m'en aller. De pas assez voir ce que font les autres parce que j'ai pas le temps. Dans ma journée, en fait, je me demande toujours comment font les gens qui ont besoin de faire une bonne com sur les réseaux sociaux pour leur travail et qui déjà, ils passent du temps pour ça, trouvent en plus le temps d'aller voir chez les autres et de commenter. J'ai pas le temps, je vois pas où je pourrais caser ça dans ma journée. J'essaye de le faire, mais j'y arrive pas, je peux pas, dans ma journée, c'est pas possible. Je dois peindre, je dois m'occuper de ma fille, je dois alimenter moi mes réseaux, je dois répondre à ceux qui me parlent, faire mes studios vlogs, mes vidéos, tout ça. Je vois pas où je pourrais caser ça, donc je ne comprends pas. Expliquez-moi si jamais vous y arrivez, vous, dites-moi. Sachant que moi je coupe tout ce qui est téléphone le soir, à partir de 19h il n'y a plus rien. Je me mets hors ligne, donc les journées sont courtes hein, sur les réseaux finalement. Ensuite, on a Cécile qui me demande comment va le moral en 10 ans. Alors comme je disais tout à l'heure, je suis une grande anxieuse et ça va pas en s'arrangeant. Ça va pas en s'arrangeant, alors qu'il y a certains trucs sur lesquels je me formalisais beaucoup il y a 10 ans et maintenant je laisse courir, je m'en fous. J'ai pris beaucoup de confiance en moi sur plein de choses, mais à côté de ça, mon anxiété ne s'en va pas, ne s'envole pas. Je m'inquiète, c'est vrai, beaucoup moins pour mes revenus, mais il y a toujours cette petite angoisse à chaque mois, savoir si le mois sera bon ou pas. Ça ne partira jamais, mais ça je crois que quel que soit le métier, à partir du moment où on est indépendant, on a toujours cette angoisse-là, c'est obligé, ça fait partie du package. Hormis mes problèmes d'anxiété qui seraient de toute façon là, même si je faisais pas ce métier-là, mais qui empire, c'est vrai, un peu avec, le moral va bien parce que les choses progressent d'année en année et que ça ne s'essouffle pas. Certaines choses se sont essoufflées. Quand quelque chose s'essouffle, j'en remplace par autre chose. C'est ça en fait que je vous disais un peu plus tôt. Donc le moral va bien, en gros. Et j'ai bon espoir que ça dure encore longtemps comme ça. Et je me dis que si un jour ça s'essouffle, il faudra pas que je me formalise trop. Bon, c'est facile à dire hein, dans la théorie, mais que si ça s'essouffle, ça viendra pas forcément de moi. Il y a la conjecture aussi qui peut faire que un jour ça se casse la gueule. Ça peut arriver. J'ai eu peur en 2020, finalement il s'est avéré que c'était bon, mais ça aurait pu être une année complètement foireuse et j'aurais pu avoir du mal à me relever. Ça aurait été des circonstances extérieures à moi-même et donc il faut que je me promette que si un jour ça s'essouffle, faut pas que je le prenne personnellement et que il faudra que je me relève en trouvant autre chose. Je sais pas quoi, j'imagine pas quoi, mais il faudra que je me fasse à cette idée-là sans m'en rendre malade. Ensuite, on a Xavier qui me demande quel conseil je donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer. Et je lui dirais de se lancer et de foncer. Mais ensuite, je me suis dit que ça serait rigolo de vous montrer un petit peu l'évolution de mon travail depuis 10 ans. Alors il y en a qui me suivent ici, pas sur Instagram, mais sur Facebook par exemple, il y en a qui sont là depuis mes débuts. Ouais, ça date hein. Donc c'est cool de vous voir toujours ici. Mais les autres, vous êtes arrivés assez récemment.
Et donc, ce que je fais maintenant, vous allez bien voir que ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Je vais vous glisser un petit diaporama, une petite rétrospective de ces 10 dernières années. Je vais essayer de piocher et voir ce que j'ai sur mon ordi. Je sais pas trop ce qu'il me reste. Et vous allez voir un petit peu d'où je viens. Et ça va être marrant à voir, je pense. Ça va être assez rigolo. Ah, je viens de recevoir une autre question à l'instant. Qu'est-ce qui t'a déclenché l'envie de te lancer en tant que freelance? Donc j'arrivais à la fin de mon contrat. Cette question-là, j'ai déjà répondu dans ma vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Je la mets en dessous. Où je parlais de mon parcours. Ce qui a déclenché mon envie de me lancer, comme je disais tout à l'heure, c'est que je me suis rendu compte que j'avais aucune envie de chercher du boulot en chimie. Que dès que j'envoyais un CV ou une lettre de motivation, je croisais les doigts intérieurement pour qu'on me dise non, qu'on me réponde non. Et là, je me suis dit, il y a un problème. C'est que autre chose t'attend, c'est que arrête tout et va voir ailleurs si tu y es, va voir si t'es pas en train de passer à côté de quelque chose. Et je sentais bien que j'étais en train de passer à côté de quelque chose parce que pendant toute cette année de contrat en industrie pharmaceutique, je peignais tous les soirs. C'était un peu mon dada. Les soirs et le week-end, je peignais. Je vous mets là un petit peu des petites choses que je pouvais peindre à l'époque. Et je sentais que je passais à côté d'un truc. Je sentais que je pouvais en faire quelque chose de tout ça. Mais je savais pas quoi. Et je savais que je voulais plus de la chimie. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui m'a poussée. Mais à la base, je partais vraiment dans l'optique d'exercer en tant que peintre en décor. Finalement, oui, il s'est avéré que non. Mais à la base, c'était vraiment ça. Et en fait, ma formation à l'AFPA m'a permis, en fait, même si j'exerce pas ce métier-là, il m'a quand même permis de couper les ponts avec ma vie d'avant et de me dire que ça y est, maintenant la peinture, c'est ta vie à temps plein. La chimie, c'était avant, tu n'en parles plus, tu n'y penses plus et tu n'y retourneras plus. De toute façon, je pouvais pas. Enfin, tu peux pas. C'est comme un peu dans, je dis peut-être des bêtises, hein, mais genre dans l'informatique, tu lâches le morceau pendant quelques temps, t'es complètement dépassé. Si tu veux y retourner, il faut que tu refasses une formation. Bah la chimie, je voyais ça un peu pareil. Je me suis dit, si je lâche le truc, je pourrais pas y retourner de toute façon. Donc je me suis dit, tu le lâches vraiment pour de bon. Et cette formation-là, ça m'a servi vraiment à voilà, tourner une nouvelle page, commencer sur une page blanche, ma nouvelle vie, et à penser peinture tout le temps. Tous les jours, et à faire que ça, et à me dire que vraiment, ça serait ma nouvelle vie. Ça m'a beaucoup aidé à me lancer, parce que je pense que si j'étais passée direct de mon travail de chimiste à, hop, la peinture, j'aurais eu du mal à raccorder les wagons, ça aurait été compliqué. Donc ce petit passage-là de 7 mois m'a finalement servi à ça. Voilà, si ça peut répondre à ta question, c'est comme ça que ça s'est passé en tout cas. Et ben je lui dirais de se lancer. Mais à une condition, c'est qu'il soit suffisamment assuré financièrement pour le faire. Donc soit on touche du chômage, soit on a une moitié qui gagne sa vie et qui peut assurer les dépenses du foyer, soit on a un matelas, je sais pas, on a un riche héritier, j'en sais rien. Mais en tout cas, ne pas se lancer comme ça si on n'a pas cette petite sécurité-là. Moi je l'avais parce que mon mari travaillait déjà et avait déjà sa situation très très bien. Et donc je l'ai fait pour ça. Si j'avais été toute seule, célibataire, je l'aurais pas fait. Je l'aurais jamais fait. J'aurais pas osé parce que c'est quand même un gros pari. Je suis passée d'un salaire d'ingénieur, ingénieur débutant mais ingénieur quand même, à 300 € par mois.
Donc ça, il fallait pouvoir l'assumer et il fallait avoir le soutien derrière. Et donc voilà, la seule chose que je vous conseille si jamais vous voulez vous lancer, c'est d'assurer cette partie-là. Et sinon le reste, eh bien lancez-vous, osez tester. Surtout, si jamais vous sortez d'école, ça c'est quelque chose que j'ai souvent rencontré. C'est arrivé souvent que je rencontre des gens qui sortent d'école qui étaient un peu enfermés dans ce qu'ils ont appris à l'école, qui n'arrivaient pas à s'en défaire et à aller creuser par eux-mêmes, à tester des choses. Moi, j'ai pas fait de formation, j'ai rien fait, à part ma formation à l'AFPA, mais c'est à part. Je suis complètement autodidacte et je pense que c'est une chance parce que ça m'a permis d'oser tester plein de choses. Sans frein, sans voilà, coller des bidules, des machins, des tissus, peindre dessus, mélanger plein de techniques, tout ça, j'ai osé le faire parce que j'avais pas été formatée, entre guillemets, par une école. Voilà, c'est ça aussi, c'est un gros conseil que je vous donne, c'est oser les choses, oser tester, et puis s'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui n'intéresse pas, continuez-le quand même, mais cherchez à côté autre chose qui pourrait intéresser les gens et qui pourrait vous générer des revenus. Ne soyez pas limité sur une chose. Je pense par exemple à certaines illustratrices que j'ai pu rencontrer dans mon parcours, quand j'étais encore en contact avec le monde des illustrateurs et des auteurs, maintenant plus du tout. Il y en avait pas mal qui étaient illustratrices, point, c'est tout. Mais elles ne gagnaient pas leur vie, parce que c'est pas avec 3 bouquins payés avec 3 cacahuètes et demie qu'on gagne sa vie, qu'on se génère un vrai salaire. Donc, ces gens-là, moi je leur aurais par exemple conseillé de se diversifier, d'essayer de trouver autre chose, donner des cours, peindre des originaux, essayer de les vendre, voilà. Essayer de se diversifier au maximum. Je pense que moi si ça a marché, c'est un peu grâce à ça. C'est le fait d'avoir fait des livres, fait des peintures, animé des cours, exposé dans des marchés, exposé dans des galeries, voilà. Essayer d'élargir mon champ des possibles pour que si jamais il y a un truc qui marche pas un certain mois, le reste puisse rattraper. Et c'est vachement moins déprimant si on a un truc qui marche pas, de pouvoir se rattraper sur autre chose. Ça, on peut cibler notre esprit sur autre chose, quoi. Donc voilà, si je pouvais donner 3 conseils, ce serait juste ces 3-là, ce serait avoir une sécurité financière, oser tester, se lancer, essayer plein de choses et se diversifier autant que possible. Ensuite, j'ai eu une question super difficile. Tu n'aurais pas franchi le pas si tu avais su que... Si j'avais su que... En gros, c'est trouver le gros point négatif. Bah, il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas de point négatif qui me fait regretter mon choix de m'être lancée. Même si parfois il y a des petits coups durs, même si ça me génère plus d'anxiété que de raison, même si je regrette pas. Parce que je pense que si là, pendant 10 ans, j'étais restée dans un métier que je détestais, je pense que les choses seraient bien pires. Donc non, il n'y a pas de choses que... Là, désolée, je pourrais pas répondre. Marion Fraise me demande, est-ce que tu as une formation d'illustratrice? Alors, je crois que Marion avait une question bien plus longue que ça. Attendez, je la retrouve. Oui, voilà. Donc Marion me dit, est-ce que tu as une formation d'illustratrice? Il me manque les bases de dessin et j'aimerais beaucoup m'améliorer et me former, mais rien n'est pris en charge avec mes points de formation. Je suis toute perdue du coup, bravo à toi, j'aime tellement ton style. Merci Marion. Comme je disais, j'ai pas de formation du tout d'illustratrice. La seule formation que j'ai, c'est pour le métier de peintre en décor, mais qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc vraiment, je suis partie de rien et voilà, c'est possible. Il te manque les bases du dessin et tu aimerais beaucoup t'améliorer. Je te propose de travailler dans ton coin, de travailler. Mais là, c'est moi qui le dis, hein, d'autres te diront peut-être pas la même chose. Le dessin, c'est pas grave. C'est pas... Moi, il y a plein de choses que je sais pas dessiner ou même je me suis forcée à oublier que je savais les dessiner. Je m'explique. Avant, je dessinais des choses très réalistes. Je faisais des portraits d'après photo au crayon, etc. C'est comme ça que j'ai eu mes premières commandes, mes premières ventes. Et j'ai dû apprendre à oublier que je savais faire parce que pour moi, mais c'est mon goût à moi, j'aime pas les livres qui sont trop bien léchés, trop bien dessinés, ça me pompe l'air, j'aime pas du tout. Je trouve ça manque de spontanéité.
Donc moi j'aime bien les choses qui sont complètement improbables dans la vraie vie, donc des bonhommes qui n'ont pas les bonnes proportions. Voilà, moi c'est ce que je préfère. C'est mon goût à moi, mais c'est ce que je préfère. Donc en fait le dessin, c'est à toi de te le forger en fait, de te forger ta patte à toi. Si tu as besoin d'une petite béquille, d'une petite formation, tu peux choper des ateliers par-ci par-là, des petits stages, des petites choses. Mais en soi, je pense qu'il n'y a pas besoin de formation d'illustrateur pour être illustrateur. Alors ceux qui sortent d'école ou quoi vont me jeter des cailloux, peut-être, mais en tout cas je connais plus de gens qui s'en sortent en n'ayant pas fait d'école. Peut-être que ce ne sera pas les têtes d'affiche, hein, ça ne sera pas des Benjamin Lacombe ou quoi, mais c'est ce que j'ai remarqué. Une question qui concerne mon iPad. Eh oui. Aimes-tu dessiner sur ton iPad ou l'amour du tradi prend-il toujours autant le dessus? Eh bien, je crois que si tu regardes mon compte Instagram, tu auras la réponse. J'ai pas touché mon iPad depuis des mois. J'ai vraiment du mal à m'y mettre et surtout je prends pas le temps. Alors je m'étais dit au départ pour Linktober, eh ben je ferai un dessin par jour sur ma tablette. Or, non, je suis partie à faire des choses sur papier. Voilà, hier c'était le 1er octobre, j'ai fait le premier et c'est sur papier et tout le mois ce sera sur papier. J'arrive pas à y arriver, surtout que je prends pas le temps. Et surtout que j'ai pas trouvé ma patte encore et que du coup, alors j'ai fait quelques contrats presse avec, mais et puis un logo et quelques illustrations, mais j'ai pas trouvé mon truc. Je trouve que ce que je fais n'a pas de... c'est plat, ça, j'arrive pas. Parce que j'ai fait des choses trop lisses, je pense. C'est à moi de trouver, de fouiller un peu plus dans les brushes, etc. Et de fouiller un peu, trouver mes marques et prendre le temps, quoi. Mais je n'arrive pas à prendre le temps pour des choses perso comme ça. Et c'est pas bien, hein, mais j'arrive pas à y arriver. Et enfin, la dernière question, posée par Bénédicte de l'Atelier des Souvenirs. Qu'est-ce que tu changerais ou ferais différemment si c'était à refaire? Bah, je crois que j'ai un peu répondu à ça aussi. Je crois que je ferais tout pareil parce que je vois pas comment j'aurais pu faire autrement, en fait. Oui, il y a forcément des éléments que j'aurais pu faire mieux. Principalement autour de la communication que je fais, je m'y prends peut-être pas forcément comme il faut. Et dans ce métier-là, c'est la visibilité qui aide à vendre, à gagner sa vie, donc c'est sûr. Je pense que j'ai toujours fait du mieux que je pouvais, donc j'ai pas vraiment de regrets ou de choses que j'aurais préféré faire autrement. Non, ben je vois pas. Désolée. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, posez-les en dessous et puis soit j'y répondrai dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog, soit je vous répondrai en commentaire en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi jusqu'ici et puis je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt, salut, bye.